Mesdames et messieurs, bonjour. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à l'anatomie fonctionnelle du tronc cérébral. Nous procéderons dans un premier temps à des rappels de morphologie du tronc cérébral, puis nous décrirons la structure de ce segment du système nerveux central, en insistant en particulier sur la répartition de la substance grise du tronc cérébral qui diffère sensiblement de celle que nous avions étudiée au niveau de la moelle. Dans un cours suivant, nous mettrons en place la systématisation, c'est-à-dire le fonctionnement du tronc cérébral. Le tronc cérébral, nous l'avions défini comme le segment du système nerveux central qui fait immédiatement suite à la moelle spinale à travers le foramen magnum. La jonction entre le tronc cérébral et la moelle spinale n'est pas marquée, comme on peut le voir ici sur ce schéma en vue antérieure, par un relief particulier, et ainsi la distinction se fera de façon topographique et arbitraire au niveau du bord supérieur de l'atlas, c'est-à-dire de la première vertèbre cervicale, et d'un point de vue morphologique et fonctionnel, nous pouvons également définir la jonction entre la moelle spinale et le tronc cérébral par le niveau de l'émergence du premier nerf spinal cervical C1, comme nous pouvons le matérialiser ici. Le tronc cérébral est un segment du système nerveux central qui est très petit, puisque sa hauteur totale est de l'ordre de 9 cm et son diamètre moyen est de 1 à 2 cm, 2 cm dans sa partie la plus épaisse. Et la petitesse de cette structure contraste avec l'importance fonctionnelle majeure de ce segment du système nerveux central qui va représenter le point de passage de toutes les grandes voies du système nerveux, voie descendante, motrice, voie ascendante sensitive, et également la substance grise du tronc cérébral va contenir des centres nerveux, notamment végétatifs, qui sont absolument indispensables à la vie, ce qui explique la grande gravité des lésions, qu'elles soient vasculaires, traumatiques ou tumorales, du tronc cérébral. Le tronc cérébral, en arrière de lui et dans la fosse crânienne postérieure, va voir se positionner le cervelet, qui fera l'objet d'un cours ultérieur, et vers le haut, le tronc cérébral se prolonge avec le diencéphale, cerveau profond, constitué par essentiellement les deux thalamus et la région hypothalamique. D'un point de vue morphologique et en vue antérieure, nous pouvons distinguer au niveau du tronc cérébral trois segments. Un premier segment distal qui est directement en continuité avec la moelle spinale, c'est la moelle allongée qui présente des similitudes morphologiques avec la moelle spinale, formation cylindrique, fusiforme, qui s'élargit progressivement de bas en haut et qui est marquée sur la ligne médiane par un sillon médian, bordé de deux sillons ventrolatéraux délimitant les cordons antérieurs, puis latéralement le cordon latéral. La partie haute du cordon latéral est soulevée de chaque côté par un relief d'environ 1 cm de diamètre, c'est l'olive médulaire qui va présenter en avant d'elle un sillon préolivaire qui globalement correspond au sillon ventral latéral, et en arrière, un sillon rétro-olivaire qui peut être assimilé au sillon dorsolatéral de la moelle. Ces deux éléments, sillon préolivaire et sillon rétro-olivaire, vont être des lieux d'émergence de nerfs crâniens que nous allons mettre en place dans un instant. Vers le haut, la moelle spinale, à sa face antérieure, est séparée la moelle allongée, est séparée du pont, deuxième segment du tronc cérébral, par un sillon bien marqué. C'est le sillon médulo-pontique qui, à sa partie moyenne, est creusé au niveau d'un foramen cæcum. Le deuxième segment du tronc cérébral forme le pont, donc après la moelle allongée, pont qui correspond à la partie la plus saillante en avant du tronc cérébral. Ce
pont forme une protubérance annulaire qui vient se poser en avant sur le clivus. Le pont est marqué à sa partie médiane par un sillon médian qu'on appelle le sillon basilaire et dans lequel ne chemine pas normalement l'artère basilaire qui a un trajet habituellement sinusoïde en avant du pont. De chaque côté, eh bien, le pont va se prolonger par deux cordons de substance blanche sectionnés ici à droite et en continuité avec le cervelet à gauche. Ce sont les pédoncules cérébelleux moyens. Vers le haut, le pont apparaît séparé du mésencéphale, segment le plus supérieur du tronc cérébral, mésencéphale, par le sillon ponto-mésencéphalique. En avant, le mésencéphale va apparaître constitué par les deux pédoncules cérébraux, droit et gauche, qui forment des cordons de substance blanche séparés entre les deux par une zone qui apparaît plus creusée, formant la fosse interpédonculaire entre les deux pédoncules cérébraux, fosse interpédonculaire qui est marquée de bas en haut et d'arrière en avant par l'espace perforé postérieur où vont pénétrer des artères centrales qui vont venir vasculariser, notamment la région hypothalamique. Puis nous allons avoir les deux corps mammillaires et enfin vers le haut, le tuber cinéreum qui correspond à l'infundibulum, à la tige à laquelle est appendue la glande hypophyse. Vers le haut, et en morphologie externe, eh bien, le mésencéphale, les pédoncules cérébraux sur la vue antérieure, eh bien, sont croisés par les voies optiques, tractus optique, chiasma optique et nerf optique, qui sont les nerfs crâniens qui portent le numéro 2 et qui vont donc marquer la jonction entre le mésencéphale et le diencéphale qui se trouve au-dessus. Si l'on retourne maintenant le tronc cérébral et qu'on en observe la face postérieure, eh bien nous sommes obligés de sectionner les pédoncules cérébelleux qui relient le tronc cérébral au cervelet de façon à pouvoir observer la face postérieure de cette structure. Ces pédoncules cérébelleux apparaissent ici sur notre vue postérieure. Ils sont au nombre de 3. Chaque pédoncule cérébelleux reliant le cervelet à un étage du tronc cérébral. Le pédoncule cérébelleux inférieur reliant la moelle allongée au cervelet. Le pédoncule cérébelleux moyen reliant le cervelet au pont. Et enfin, vers le haut, le pédoncule cérébelleux supérieur reliant le cervelet au mésencéphale. La moelle allongée, segment inférieur du tronc cérébral, va apparaître dans sa moitié inférieure, présentant sur la ligne médiane un sillon médian dorsal, flanqué de chaque côté, nous le représentons ici, d'un sillon dorso-latéral. À l'instar de la partie haute de la moelle cervicale, le cordon dorsal apparaît séparé en un cordon gracile médialement et cunéiforme latéralement, ceci étant lié au fait que le cordon postérieur de la moelle est fortement chargé en fibres de la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente, les tractus graciles et cunéiformes étant à leur constitution maximale à ce niveau. Vers la partie moyenne de la moelle allongée, les deux cordons dorsaux vont s'écarter, vont diverger. Et tout se passe comme si le tube neural primitif, à cet endroit-là, s'ouvrait vers l'arrière, laissant apparaître une zone creusée qui va constituer la fosse rhomboïde. Dans l'écartement des deux cordons dorsaux, les cordons graciles et cunéiformes vont, à leur partie toute haute, apparaître dilatés, venant constituer les tubercules graciles et cunéiformes, qui sont marqués par l'existence à leur profondeur de noyaux, les noyaux graciles et cunéiformes, qui constituent un relais sur les voies de la sensibilité épicritique. En dehors du sillon dorsal latéral, apparaît enfin tout en dehors le cordon latéral de la moelle allongée. Au-dessus de la moelle allongée, on voit voir que la face postérieure du pont apparaît quasiment essentiellement constituée par la moitié supérieure de la fosse rhomboïde sur laquelle nous allons revenir dans un petit instant.
tout à fait en haut, l'étage supérieur du tronc cérébral, le mésencéphale, va apparaître constitué, au-delà des pédoncules cérébelleux supérieurs, par une surface plane au niveau de laquelle vont émerger de chaque côté les nerfs trochléaires, quatrième nerf crânien. On va revenir dans un tout petit instant sur l'émergence des nerfs crâniens. Et au-dessus de l'émergence des nerfs trochléaires, la face postérieure du mésencéphale va être constituée par la lame tectale qui est marquée par l'existence de chaque côté de deux reliefs que l'on appelle les colliculus, colliculus inférieur et colliculus supérieur. Le colliculus inférieur est relié par un bras, le bras du colliculus inférieur, à un relief arrondi plus latéral et qui est annexé au thalamus et qui forme le corps géniculé médial. Au-dessus, chaque colliculus supérieur apparaît relié par le bras du colliculus supérieur à une formation arrondie et annexée au thalamus, formant le corps géniculé latéral. Ces structures sont annexées pour le corps géniculé latéral et le colliculus supérieur aux voies de la vision et pour le corps géniculé médial et le colliculus inférieur aux voies de l'audition. La glande pinéale, faisant partie d'une structure annexée au thalamus et que l'on appelle l'épithalamus, va venir apparaître ici entre les deux colliculus supérieurs. Ceci fera l'objet du cours suivant. Lorsque nous avons retiré le cervelet, nous voyons que la face postérieure du tronc cérébral, en particulier la face postérieure de la moelle allongée et du pont, apparaît ouverte vers l'arrière, ouverte vers un espace liquidien qui s'appelle le quatrième ventricule et qui correspond à une portion dilatée, donc non obturée, du canal épindymaire principal. L'ensemble de forme losangique va constituer la fosse rhomboïde et correspond au plancher, partie antérieure et inférieure du quatrième ventricule. La fosse rhomboïde apparaît partagée en deux régions triangulaires par les stries médulaires ou stries acoustiques, qui sont de fines formations nerveuses transversales que nous pouvons placer comme ceci et qui partent de la ligne médiane et qui vont vers les angles latéraux de la fosse rhomboïde. En dessous des stries médulaires ou stries acoustiques, l'étage médulaire de la fosse rhomboïde présente les structures suivantes. Sur la ligne médiane, un sillon médian, flanqué de chaque côté de deux reliefs triangulaires formant les triangles des nerfs hypoglosses et qui sont marqués à leur face profonde par les noyaux des nerfs hypoglosses. Un peu latéralement et vers le bas apparaissent les triangles des nerfs vagues, marqués par des noyaux annexés aux nerfs vagues, dixième nerf crânien. Au-delà de ces zones en relief, apparaît de chaque côté une zone creusée formant la fovea inférieure, répondant latéralement à l'aire vestibulaire, qui est une région qui apparaît à nouveau un peu légèrement en relief. Au-dessus des stries médulaires, l'étage pontique du plancher du quatrième ventricule apparaît marqué de part et d'autre d'un sillon médian par des reliefs, des structures en relief, arrondies à leur partie inférieure, formant l'éminence ronde ou éminentia teres, venant être coiffée par une structure qui apparaît triangulaire et en relief, c'est le funicule rond ou funiculus teres. De chaque côté, de part et d'autre, deux zones un peu déprimées vont venir correspondre à la fovea supérieure, répondant latéralement à l'aire vestibulaire qui apparaît légèrement en relief. Ces structures correspondent à la présence en profondeur du plancher du quatrième ventricule des noyaux des nerfs crâniens qui en représentent le principal rapport et qui vont constituer la suite de notre exposé. Tous ces éléments, nous les avions vus en morphologie, constituent donc un rappel. Si l'on réalise une coupe sagittale médiane, que nous avons ici représentée avec une orientation
qui apparaît donc crânial et antérieur, ventral, eh bien, vous reconnaissez les 3 étages du tronc cérébral. Étage médulaire qui se place en continuité avec la moelle spinale cervicale, moelle allongée. Puis nous avons la partie pontique qui forme cette partie la plus saillante en avant du tronc cérébral. Et nous avons enfin le mésencéphale constitué par les pédoncules cérébraux en avant. Et vous voyez que comme ces cordons de substance blanche divergent, eh bien, plus on remonte vers la coupe, plus le pédoncule cérébral apparaît fin. Et en arrière, la lame tectale, qui est en réalité paramédiane, marquée par les reliefs des colliculus supérieurs et inférieurs. Le corps pinéal, lui, va apparaître venant se placer ici, au-dessus des colliculus supérieurs. Nous voyons en avant, ici, la fosse optopédonculaire, avec de chaque côté de la ligne médiane apparaissant ici le corps mammillaire et l'infundibulum hypophysaire avec la glande hypophyse que nous avions sectionnée sur ici cette vue antérieure. D'un point de vue structure à présent, eh bien, contrairement à la moelle spinale qui a une structure longitudinale avec les axes gris centraux et puis la substance blanche périphérique, eh bien, les phénomènes embryologiques qui concourent à la constitution du tronc cérébral, des phénomènes de dilatation, des phénomènes d'ouverture en arrière du canal épindymaire et les phénomènes de flexion-extension de la tête au cours de l'embryogénèse, eh bien, expliquent que les axes gris médulaires eh bien, apparaissent fragmentés au niveau du tronc cérébral pour venir constituer des noyaux qui peuvent soit être des noyaux propres du tronc cérébral, soit être des noyaux annexés au nerf crânien. Car en effet, si de la moelle spinale émergent des nerfs spinaux, eh bien, du tronc cérébral vont émerger les nerfs crâniens. Lorsque nous considérons la surface externe du tronc cérébral, nous observons l'origine apparente, c'est-à-dire le lieu d'émergence en superficie de ces nerfs. Il s'agit ici du nerf oculomoteur qui porte le numéro 3. Il s'agit du nerf trochléaire qui porte le numéro 4 et qui est le seul nerf à faire son émergence à la face postérieure du tronc cérébral, le nerf numéro 3, le nerf oculomoteur, plus volumineux, émergeant en dedans ici du pédoncule cérébral dans la fosse optopédonculaire et étant un nerf moteur pour l'œil permettant d'orienter le regard et contrôlant également le myosis et l'accommodation. Le 4, qui émerge à la face postérieure du mésencéphale, est un nerf qui se destine à l'orientation du regard en bas et latéralement. Nous avons ensuite émergeant de la face antérolatérale du pont le nerf trijumeau qui porte le numéro 5 et qui émerge par une racine médiale motrice pour les muscles masticateurs et qui est de petite taille, et une très volumineuse racine latérale sensitive qui va se destiner à l'innervation sensitive de la face. Émergeant en regard dans le sillon médulo-pontique et de part et d'autre la ligne médiane, le nerf portant le numéro 6 et le nerf abducens qui permet de porter le regard latéralement. Plus latéralement, toujours dans le sillon médulo-pontique et dans une zone qu'on appelle l'angle ponto-cérébelleux ou espace de l'angle ponto-cérébelleux ou encore fossette latérale de la moelle allongée, émergent 2 nerfs crâniens, en fait 2,5. Il s'agit du nerf facial portant le numéro 7, nerf mixte qui va être un nerf moteur pour les muscles du visage, mais également qui va commander d'autres muscles plus profonds de la tête, et en particulier le muscle stapédien qui permet de limiter la transmission des sons de l'oreille moyenne vers l'oreille interne, accompagné d'un
nerf que l'on appelle le nerf 7 bis, ou nerf intermédiaire, ou nerf de Vriesberg, qui comprend le contingent végétatif du nerf facial, c'est-à-dire le contrôle de la sécrétion des larmes, ça c'est le plus important, et de la sécrétion des fosses nasales, ou encore des glandes salivaires submandibulaires et sublinguales. Avec les nerfs facial et intermédiaires, le nerf 8, nerf vestibulo-cochléaire, et le nerf de l'audition et de l'équilibre. Naissant de la région postérieure de l'olive, du sillon rétro-olivaire, naissent 3 nerfs crâniens que l'on va appeler les nerfs intermédiaires. Il s'agit des nerfs 9, glossopharyngiens, nerfs moteurs et sensitifs pour le pharynx et nerf salivateur pour la glande parotide. Le nerf 10, vague, qui est le nerf de la motricité laryngopharyngée, nerf sensitif pour la racine de la langue, nerf également qui a un petit territoire sensitif au niveau de l'oreille, mais surtout nerf qui va véhiculer l'innervation parasympathique pour tous les viscères du tronc, à l'exclusion des viscères du petit bassin. Et le nerf 11, nerf accessoire, nerf moteur pour les muscles trapèzes et sternocléidomastoïdiens, qui est par conséquent un nerf important pour la rotation de la tête et qui est également alimenté, comme on peut le voir ici, par une racine médulaire qui provient de la partie haute de la moelle spinale cervicale. Ces 3 nerfs émergent du sillon rétro-olivaire. Enfin, émergeant par une dizaine de radicelles du sillon préolivaire, le nerf qui porte le numéro 12 est le nerf hypoglosse, nerf moteur de la langue. Les nerfs crâniens 1 et 2, les nerfs olfactifs et optiques, sont un peu particuliers et ne seront pas étudiés dans le détail dans ce cours sur le tronc cérébral. Les émergences de ces nerfs crâniens au niveau de la surface du tronc cérébral constituent les origines apparentes des nerfs crâniens. Et pour comprendre leur origine réelle, eh bien, il faut maintenant s'intéresser à la structure du tronc cérébral et nous considérerons aujourd'hui uniquement l'organisation de la substance grise, centre nerveux. Nous étudierons les voies de passage et la systématisation du tronc cérébral dans un cours ultérieur. Au niveau du tronc cérébral, nous avons dans la substance grise 2 grandes familles de noyaux. Il y a les noyaux des nerfs crâniens et les noyaux propres du tronc cérébral. Dans un premier temps, nous allons placer les noyaux des nerfs crâniens. Alors pour comprendre comment s'organisent ces noyaux des nerfs crâniens, eh bien, il faut revenir un tout petit instant sur l'embryologie. En effet, si l'on prend un stade précoce de développement du tube neural, bien, nous voyons que ce tube neural va s'organiser autour du canal de l'épindyme avec une différenciation en substance grise qui se place au centre de la coupe, avec une zone antérieure qui apparaît motrice, puisque ce sont les lames fondamentales. Puis nous avons une partie moyenne qui va prendre une différenciation végétative, viscérale, viscéromotrice en avant, viscérosensitive en arrière, et la partie dorsale va former les futures cornes postérieures. Ce sont les lames alaires qui sont de nature sensitive. Lors de la formation de l'évolution du tronc cérébral, et en particulier avec le développement du cervelet, aux dépens de la vésicule métencéphalique, eh bien, tout se passe comme si le tube neural primitif s'ouvrait en arrière et s'étalait vers l'avant, de façon à ce que l'on puisse obtenir quelque chose qui ressemble un peu à cela, c'est-à-dire
une ouverture du tissu nerveux avec de la substance blanche qui va se répartir en avant et la substance grise correspondant aux axes médulaires qui garde cette répartition topographique mais qui s'étale transversalement, venant constituer des colonnes de noyaux avec des zones qui vont apparaître motrices volontaires dans les régions paramédianes, puis les régions végétatives de façon intermédiaire, et tout à fait latéralement, les zones sensitives. Eh bien, c'est exactement comme ça que les noyaux des nerfs crâniens vont venir s'organiser, venant constituer des colonnes de cellules nerveuses, colonnes de neurones qui vont avoir dans la région paramédiane une fonction dans la motricité volontaire et ensuite on aura les colonnes végétatives et tout à fait latéralement les zones sensitives. Au niveau de l'extrémité rostrale de l'embryon, une autre petite particularité est que nous avons au niveau de l'extrémité des dérivés qui vont avoir une origine somitique et d'autres qui vont avoir une origine branchiale. En effet, si on représente de façon très caricaturale une extrémité rostrale d'embryon, avec ici la placode optique, eh bien effectivement, certains éléments musculaires vont avoir une évolution d'origine somitique, et il s'agit en particulier des annexes de la cavité orbitaire, mais également de la langue, et les nerfs, c'est-à-dire les nerfs 3, 4 et 6, ainsi que le 12 qui vont innerver les dérivés de ces structures d'origine somitique, eh bien, vont être classés parmi un groupe de noyaux représentant ce qu'on appelle la motricité somitique, où on parlera de noyaux somitomoteurs. À côté de cela, nous avons des dérivés des structures qui vont dériver des arcs branchiaux. Vous savez qu'on a 6 arcs branchiaux numérotés de 1 à 6, dont le 5e disparaît. Chaque arc branchial recevant une innervation primitive. Le premier arc étant innervé par, on va prendre la même couleur, par le nerf trijumeau, 5e nerf crânien, puis le deuxième arc par le nerf facial, 7, le troisième arc, le 9, le quatrième arc, le 10, et le sixième arc, le 11. Et donc, ainsi, ces nerfs 5, 7, 9, 10, 11 vont représenter des nerfs dont le territoire moteur volontaire correspond à des noyaux qu'on classera parmi les noyaux branchiomoteurs. C'est une distinction qui est un peu artificielle, mais qui a au moins le mérite d'être pédagogique et qui permet de faciliter la mémorisation de ces noyaux. La première colonne de noyaux moteurs, enfin de noyaux de nerfs crâniens sera donc une colonne paramédiane et va correspondre aux noyaux qui sont les noyaux somitomoteurs. Il s'agit tout d'abord du noyau du nerf 3, du nerf oculomoteur, noyau du nerf oculomoteur qui vient se situer dans l'épaisseur du mésencéphale, dans le plan horizontal qui passe par le colliculus supérieur. Ce noyau, eh bien, on va pouvoir le mettre en place ici sur la coupe horizontale qui est la coupe A ici, et qui va donc être la coupe qui passe par le mésencéphale et dans le plan du colliculus supérieur. Ce noyau moteur, ce noyau somitomoteur du 3, est constitué de motoneurones dont les axones, les fibres efférentes, vont quitter le mésencéphale pour venir constituer la partie motrice volontaire du nerf 3, du nerf oculomoteur. Le noyau va donc correspondre à une partie de l'origine réelle du nerf 3, du nerf oculomoteur. Sous le 3, eh bien, dans le plan horizontal du colliculus inférieur, va se placer le noyau du 4, nerf trochléaire, noyau du 4 que l'on va trouver sur la coupe B, qui se trouve ici juste à côté, toujours coupe passant par le mésencéphale avec la fosse optopédonculaire en avant, le pédoncule cérébral, et ici nous allons avoir le corps géniculé médial, le colliculus inférieur, et nous voyons apparaître ici le noyau du 4
constituer des corps cellulaires, des motoneurones, dont les fibres efférentes vont, d'ailleurs c'est une particularité, croiser ici la ligne médiane pour émerger par en arrière du mésencéphale et venir former l'origine apparente du nerf 4, du nerf trochléaire. Plus bas, toujours au niveau de la colonne somitomotrice, le noyau du 6, nerf abducens, se projette en regard de l'éminentia teres. On va donc la retrouver sur ici la coupe que l'on va appeler coupe D. Il s'agit de la coupe présente ici, coupe qui passe par la partie inférieure du pont. Vous reconnaissez ici la face antérieure du pont, le pédoncule cérébelleux moyen, ici le 4e ventricule. Et nous avons donc ici, en regard de l'éminentia teres, le noyau moteur du 6, qui est constitué des corps cellulaires des motoneurones, dont les fibres efférentes vont venir ici se porter en avant et venir constituer l'origine apparente du nerf 6, nerf abducens, le noyau de l'abducens venant donc constituer son origine réelle. Enfin, toujours dans la colonne somitomotrice, eh bien, le noyau du nerf hypoglosse, 12e nerf crânien, vient soulever le triangle du nerf hypoglosse. Nous le voyons ici sur la coupe qui est la coupe E. On va la représenter ici. Cette coupe E que nous avons prédessinée à cet endroit-là va nous montrer une coupe qui passe par la partie supérieure ici de la moelle allongée. Vous reconnaissez le sillon médian, le relief de l'olive, sillon préolivaire, sillon rétro-olivaire, le 4e ventricule, V4. Ici, vous reconnaissez le triangle de l'hypoglosse, la fovea inférieure. Et donc, nous voyons apparaître ici le noyau de l'hypoglosse, constitué des corps cellulaires des motoneurones, dont les fibres efférentes vont venir émerger ici par le sillon préolivaire pour venir constituer l'origine réelle du nerf 12, du nerf hypoglosse. D'ailleurs, si l'on représente une coupe qui passe un petit peu plus bas, on va l'appeler ici F, eh bien, nous pouvons représenter au niveau de la partie toute basse ici de la moelle allongée, la partie inférieure de ce noyau de l'hypoglosse avec l'émergence des radicelles les plus inférieures de ce nerf. Donc les noyaux des nerfs 3, 4, 6 et 12 correspondent à la colonne dite somitomotrice, c'est-à-dire les noyaux moteurs volontaires des nerfs crâniens 3, 4, 6 et 12 venant innerver des muscles d'origine somitique. Un tout petit peu plus latéralement va se placer une colonne qui est dite colonne branchiomotrice et qui va être constituée de noyaux formés de corps cellulaires de motoneurones venant innerver des muscles d'origine branchiale. Ces noyaux sont tout d'abord représentés par le noyau moteur du nerf numéro 5, c'est le nerf trijumeau, c'est la partie motrice du trijumeau. J'avais dit que le 5 trijumeau avait émergé par une petite racine motrice et une grosse racine sensitive. Eh bien, effectivement, sur la coupe qui est en C et qui passe par la partie moyenne du pont, qui passe par l'émergence ici du très gros nerf trijumeau, eh bien, on va pouvoir placer le noyau moteur du trijumeau, qui est constitué de corps cellulaires de motoneurones dont les fibres efférentes vont émerger à la face antérolatérale du pont et venir se placer dans le nerf trijumeau et aller assurer l'innervation motrice des muscles masticateurs, en l'occurrence la plupart des muscles qui permettent de serrer les dents. En dessous du noyau du 5, le noyau moteur du 7, nerf facial, est un peu particulier. Il vient se situer à la partie basse du pont et il est constitué de corps cellulaires de motoneurones dont les fibres efférentes, on va pouvoir le placer ici, ce noyau moteur du 7,
corps cellulaire de motoneurones dont les axones, fibres efférentes, vont aller émerger de la partie latérale du pont au niveau de la fossette latérale, de la moelle allongée, au niveau de l'angle ponto-cérébelleux, mais en venant contourner comme ceci le noyau du 6, venant former ce que l'on appelle le colliculus du facial, et en réalité, eh bien, c'est l'enroulement des fibres du 7 autour du noyau du 6 qui va venir constituer l'éminentia teres. Ces fibres, ces neurones vont être essentiellement responsables de l'expression de la motricité, de la mimique faciale. Donc ils innervent les muscles cutanés du visage. À l'étage médulaire, cette fois-ci, du tronc cérébral, va se placer un gros noyau constitué de corps cellulaires de neurones qui se destine aux 3 nerfs mixtes, les nerfs 9, 10 et 11. Sa partie supérieure correspondra au 9, sa partie moyenne correspondra au 10, pour la motricité du pharynx et du larynx, globalement, et le 11 eh bien, correspondra aux motoneurones qui commandent le trapèze et le sternocléidomastoïdien, donc les muscles, en l'occurrence, en particulier, qui permettent de tourner la tête. Ce noyau étant commun à 3 nerfs crâniens, eh bien, on l'appelle le noyau ambigu. Et bien, ce noyau ambigu, on peut par exemple le représenter sur la coupe E, ici, le noyau ambigu, dans sa composante destinée au nerf 10, au nerf vague, et il va donc être constitué de corps cellulaires de motoneurones dont les fibres efférentes vont émerger du tronc cérébral et venir constituer la partie motrice volontaire du nerf considéré. On retrouvera un peu plus bas la partie du noyau ambigu destinée au 11 pour la céphalogyrie. On a ainsi défini l'ensemble des noyaux moteurs volontaires annexés au nerf crânien. Plus latéralement, apparaît maintenant une colonne de noyaux qui sont destinés à la motricité viscérale. La motricité viscérale, c'est la motricité involontaire, hein, on est bien d'accord, c'est exactement l'équivalent de la partie antérieure des cornes latérales de la moelle, dont on avait vu qu'ils étaient essentiellement des centres sympathiques à l'exclusion des segments S2 à S4. Eh bien, dans le tronc cérébral, les noyaux viscéromoteurs correspondent à des centres parasympathiques exclusivement, et ils correspondent d'ailleurs au principal centre parasympathique de l'organisme. On retrouve un noyau annexé au nerf 3, au nerf oculomoteur. Il s'agit du noyau viscéral du nerf oculomoteur, décrit par Edinger et Westphal. On parle également parfois de noyau pupillaire. Pour placer ici ce noyau parasympathique annexé au 3, qui est constitué de corps cellulaires de motoneurones viscéromoteurs dont les fibres efférentes vont emprunter le 3 pour être responsable du myosis, c'est-à-dire de la contraction de la pupille, et également de l'accommodation et de la convergence, c'est-à-dire c'est l'innervation intrinsèque de l'œil, CF, court sur l'appareil de la vision. Nous avons ensuite, un peu plus bas, 2 petits noyaux qui sont annexés au nerf facial. Il s'agit du noyau lacrymo-muconasal, annexé au 7 est responsable de la sécrétion des larmes essentiellement. Et puis nous avons le noyau salivaire supérieur, salivaire supérieur, pour les sécrétions des glandes submandibulaires et sublinguales. Nous pouvons représenter sur la coupe ici, qui passe par les noyaux du 7, par exemple le noyau salivaire supérieur, ou lacrymo-muconasal, peu importe, qui est donc constitué de corps cellulaires de motoneurones viscéromoteurs dont les fibres efférentes vont sortir du tronc cérébral et emprunter le 7, en fait le 7 bis puis le 7, pour assurer le contingent viscéromoteur du nerf facial. À l'étage médulaire, nous avons annexé au 9
le noyau salivaire inférieur qui est responsable de la sécrétion de la glande parotide. Il est annexé au nerf glossopharyngien. Mais le principal noyau viscéromoteur annexé donc à l'étage médulaire du tronc cérébral, eh bien c'est le noyau dorsal du nerf vague. Noyau dorsal du nerf vague. On le retrouve ici sur la coupe horizontale qui passe donc par la partie haute de la moelle allongée. Noyau dorsal du nerf vague. On appelait dans l'ancienne nomenclature ce noyau le noyau cardio-pneumo-entérique. Et cet ancien nom porte bien, est bien descriptif de la fonction de ce noyau, puisque le noyau dorsal du nerf vague comprend les corps cellulaires, des motoneurones viscéromoteurs, des viscères cervicaux, thoraciques et abdominaux, à l'exclusion de la vessie, du rectum et des organes génitaux. L'ensemble de ces trois colonnes constitue le contingent moteur des noyaux des nerfs crâniens. Plus latéralement vont apparaître maintenant des noyaux sensitifs, et ces noyaux sensitifs vont très logiquement par rapport au schéma d'embryologie que nous avions mis en place, eh bien, être d'abord associés à la sensibilité viscérale, puis la sensibilité extéroceptive, et on aura latéralement au niveau des aires vestibulaires les noyaux vestibulaires et cochléaires. Un premier noyau annexé aux vagues, et qui d'ailleurs, selon certains auteurs, peut être fusionné en fait et considéré comme fusionné avec le noyau qu'on va voir juste après, est le noyau dorsal sensitif du nerf vague. Ce noyau dorsal sensitif du nerf vague, que nous pouvons placer ici sur la coupe E, va recevoir des fibres sensitives. C'est pour ça que nous allons placer ici un corps cellulaire de neurones qui va donc se placer dans un ganglion du nerf vague. Et ces neurones eh bien, ramènent les informations d'origine viscérosensitive correspondant au territoire du nerf vague, c'est-à-dire aux viscères thoraciques et abdominaux, à l'exclusion des viscères du petit bassin. Ce noyau dorsal sensitif du nerf vague est pour de nombreux auteurs considéré comme unique, avec un noyau qui va être plus étendu au plancher du quatrième ventricule et qui constitue le noyau solitaire ou noyau du tractus solitaire. Il s'agit d'un noyau qui est annexé au nerf facial 7, au nerf glossopharyngien 9 et au nerf vague 10. Ce noyau solitaire, ou noyau du tractus solitaire, nous en représentons ici le segment qui est associé au nerf facial, et nous allons placer ici la partie du noyau solitaire annexée au nerf vague, 10e nerf crânien, eh bien, va recevoir la sensibilité pharyngo-laryngée, et pour sa partie supérieure, annexée au 7 et au 9, va recevoir les informations gustatives constituant le noyau gustatif de Najotte. Pour beaucoup d'auteurs, le noyau solitaire et le noyau dorsal sensitif du nerf vague ne font qu'un, ce qui est logique avec les connexions de ce noyau du tractus solitaire décrites avec l'hypothalamus ou avec la substance réticulée, expliquant le rôle végétatif et de commande végétative et endocrinienne qu'aurait ce noyau du tractus solitaire. Latéralement va apparaître ensuite eh bien, le grand noyau sensitif du nerf trijumeau, qui est le principal nerf de la sensibilité du visage. Ce noyau sensitif du trijumeau présente un contingent principal qui est situé à l'étage pontique, qui se projette ici, avec une racine qui remonte vers le mésencéphale, la racine mésencéphalique du noyau du 5, et une racine médulaire qui va se projeter vers la moelle allongée, qui descend
relativement bas au niveau de la moelle allongée. Ce noyau va recevoir les informations extéroceptives issues de la région de la face. On peut le représenter ici, latéralement, dans son contingent principal. Il reçoit les corps cellulaires des protoneurones sensitifs qui font relais dans ce grand noyau pour ensuite venir se projeter sur les aires sensitives, thalamiques, puis corticales. Ce noyau présente des racines, alors mésencéphaliques qui s'épuisent assez rapidement, elles n'apparaîtront pas sur nos plans de coupe, mais elles vont par contre présenter des racines à l'étage pontique bas et à l'étage médulaire que nous pouvons placer ici sur nos différentes coupes. Nous pouvons les représenter comme ceci. Enfin, eh bien, nous avons tout à fait latéralement un groupe de noyaux un peu particulier. Il s'agit des noyaux vestibulaires et cochléaires. Ils viennent se projeter, nous les plaçons ici, au niveau de la partie de l'angle latéral de la fosse rhomboïde. Nous allons pouvoir les placer ici, ces noyaux vestibulaires et cochléaires. On peut aussi encore les placer à cet endroit-là, noyaux vestibulaires et cochléaires. Eh bien, ces noyaux vestibulaires et cochléaires correspondent au groupe de neurones sur lesquels viennent se projeter les informations véhiculées par le nerf 8, le nerf vestibulo-cochléaire, et qui sont relatives aux informations auditives et de l'équilibre. Ainsi, nous avons fait le tour de la répartition de ces noyaux de nerfs crâniens et donc de façon tout à fait systématique, il faut considérer ces noyaux de nerfs crâniens comme les stricts équivalents des cornes de la substance grise de la moelle spinale, mais non plus situés, répartis en colonnes régulières, mais dissociés en noyaux du fait des phénomènes embryologiques qui surviennent au moment de la formation du tronc cérébral. À côté de ces noyaux des nerfs crâniens, la substance grise du tronc cérébral va également contenir des noyaux propres. Ces noyaux propres, nous allons les citer et les placer sur les coupes horizontales de façon à pouvoir en définir les principales fonctions, sachant que nous reprendrons le rôle de ces noyaux propres du tronc cérébral lorsque nous ferons la systématisation de cette région. Si l'on prend un tronc cérébral en vue latérale de façon très schématique, pédoncule cérébelleux sélectionné ici, eh bien on va décrire tout d'abord des noyaux propres qui sont situés à l'étage mésencéphalique, puis des noyaux qui sont situés à l'étage pontique, et enfin des noyaux situés à l'étage médulaire. Au niveau du mésencéphale, nous allons d'abord trouver les noyaux des colliculus, colliculus supérieur, colliculus inférieur. Ces noyaux sont constitués de corps cellulaires de neurones. Vous retrouvez ici le noyau du colliculus supérieur qui va se placer dans le même plan que les noyaux du 3 et qui soulève le relief du colliculus supérieur. Et nous avons le noyau du colliculus inférieur situé un plan de coupe en dessous et qui se place dans le même plan schématiquement que le noyau du 4. Alors, quel est le rôle de ces fonctions, de ces structures, de ces noyaux? Eh bien, ces noyaux sont associés à la vision pour le premier, à l'audition pour le deuxième, et constituent des relais sur les voies visuaux ou acoustico-réflexes. Concernant le colliculus supérieur, eh bien, le colliculus supérieur, on l'a vu, est connecté au corps géniculé latéral par le bras du corps géniculé latéral. Le corps géniculé latéral, on y reviendra évidemment, constitue un relais des voies de la vision, c'est-à-dire que les informations d'origine rétinienne sont projetées par les radiations optiques, par les tractus optiques, sont projetées sur le corps géniculé latéral.
À partir du corps géniculé latéral, la plupart des informations visuelles, par les radiations optiques pour le coup, vont être projetées sur le cortex occipital. 1% de ces fibres d'origine optique vont être projetées sur le colliculus supérieur, et du colliculus supérieur qui constitue le toit, enfin qui participe à former le toit ou tectum du mésencéphale, eh bien vont partir des neurones qui vont former un tractus corticospinal qui fait partie des voies de la motricité automatique et qui va permettre d'engendrer une réponse motrice automatique en rapport avec un stimulus visuel. C'est typiquement l'attitude d'évitement que vous allez avoir quand un objet entre dans votre champ visuel par surprise. Et bien de la même manière, le colliculus inférieur est relié au corps géniculé médial qui reçoit les informations auditives, dont la plupart sont projetées sur les lobes temporaux, mais une partie de ces fibres, via le brachium du colliculus inférieur, sont projetées sur le colliculus inférieur avec une projection tectospinale permettant une réponse motrice automatique à un stimulus auditif. Ça, c'est quand vous sursautez à un bruit auquel vous ne vous attendez pas. Dans le mésencéphale, nous avons également deux noyaux que sont la substance noire, que on va pouvoir représenter ici par exemple, et le noyau rouge. Substance noire et le noyau rouge. Ces deux noyaux, substance noire et noyau rouge, sont des noyaux de signification motrice. La substance noire, on parle également de locus niger, constitue un noyau quadrangulaire qui vient se projeter à la partie antérieure, ici, on le voit en coupe, du pédoncule cérébral. Il présente une partie réticulée et une partie compacte, et il est schématiquement constitué de neurones à dopamine qui se projettent vers les noyaux gris centraux et dont le déficit va être le point de départ de la maladie de Parkinson. Il intervient dans le fonctionnement des noyaux gris de la base. Le noyau rouge, nous pouvons le placer ici ou encore ici, constitue un relais sur différentes voies motrices avec des connexions avec des centres qui sont situés au-dessus du mésencéphale ou encore des fibres ascendantes effectrices venant constituer un faisceau rubrospinal qui intervient dans la motricité automatique. Nous avons ensuite des noyaux propres du tronc cérébral qui sont situés au niveau du pont. Ces noyaux pontiques, se présentent en coupe sous la forme de noyaux allongés qui apparaissent sur les deux coupes ici horizontales du pont. Ces noyaux sont également des noyaux qui interviennent dans la motricité et ils sont en réalité des relais sur les voies du néocervelet, qui est cette partie du cervelet qui permet la coordination et le contrôle du mouvement volontaire. Pour comprendre le fonctionnement de ces noyaux pontiques, CF court sur l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Nous avons ensuite, à la jonction entre le pont et la moelle allongée, les noyaux vestibulaires qui font partie de cette colonne latérale. Donc eux, ils sont intéressants car ils vont intervenir dans les voies de l'audition, mais également dans les voies de l'équilibre, avec une efférence qui constitue la voie vestibulo-spinale et qui va contribuer à adapter le tonus musculaire, donc tout rôle moteur toujours, lié à des informations de l'équilibre. Nous avons enfin des noyaux propres au niveau de la moelle allongée. Il s'agit tout d'abord du noyau de l'olive médulaire, que nous allons pouvoir placer ici et qui soulève le relief de l'olive que nous avions vu avec
au niveau de la moelle allongée avec le sillon préolivaire et le sillon rétro-olivaire. Ce noyau olivaire comprend des corps cellulaires de neurones dont l'effection se fait dans un faisceau olivo-spinal venant moduler le fonctionnement des motoneurones des cornes antérieures de la moelle spinale dans le cadre de la motricité automatique. Nous avons également, au niveau de la moelle allongée, les noyaux graciles et cunéiformes. Nous pouvons placer ces noyaux au niveau ici de la coupe basse de la moelle allongée, coupe qui a été intitulée F. Noyau gracile qui se situe et qui soulève le tubercule gracile, noyau cunéiforme qui vient ici soulever le tubercule cunéiforme. Ces noyaux vont correspondre au relais entre le protoneurone et le deutoneurone des voies de la sensibilité tactile épicritique et des voies de la sensibilité proprioceptive consciente. Nous reprendrons cette grande décussation des voies de la sensibilité fine dans le cours sur la systématisation du tronc cérébral. Enfin, les neurones du tronc cérébral constituent peuvent s'organiser non plus en noyaux, mais formant une coulée neuronale en réseau, venant se situer essentiellement en avant des cavités liquidiennes du quatrième ventricule et tout autour de l'aqueduc du mésencéphale. On peut le représenter comme ceci. Il s'agit de la substance réticulée du tronc cérébral, qui aura de très nombreuses fonctions, telles que la régulation du tonus musculaire par un faisceau ascendant que l'on va appeler le faisceau réticulospinal, qui va par un faisceau ascendant avoir une activité de contrôle sur l'activité du cortex cérébral. C'est notamment l'explication des comas souvent observés dans les lésions du tronc cérébral, mais encore, la substance réticulée aura un rôle végétatif, endocrinien, ou par le locus ceruleus, qui est un noyau de la substance réticulée qui vient se situer ici au niveau de la partie haute de la fovea supérieure de la fosse rhomboïde, qui vient se projeter à cet endroit-là, va avoir une activité de contrôle des rêves, le locus ceruleus étant le noyau des rêves. Cette substance réticulée on l'avait évoqué d'ailleurs dans le cours sur l'anatomie générale de l'appareil respiratoire, être responsable de l'activité automatique du diaphragme. Voici donc ce que je souhaitais vous expliquer sur la morphologie et l'organisation de la substance grise du tronc cérébral. Dans le prochain cours, nous placerons les grandes voies ascendantes et descendantes et les voies associatives du tronc cérébral pour mettre toutes ces structures en fonction dans le cadre de la systématisation du tronc cérébral. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.